fidèles amis internautes, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'éducation, bienvenue dans le débat éducatif de votre émission La Voix de l'éducation. Le numéro de ce jour est consacré à l'écosystème des médias au Bénin, à un moment critique, ou à un moment sensible, à un moment privilégié, si on peut le dire ainsi, de l'histoire politique du Bénin, où dans quelques jours, le Bénin passe à une nouvelle ère, à un septuennat présidentiel qui donc va gouverner le Bénin. Avec une nouvelle main, Romuald Wadagni, président élu, donc qui sera investi le 24 prochain. Avec nos confrères, nous allons donc regarder quelle sera la contribution des médias dans cette nouvelle dynamique qui s'installe et quel est déjà le rôle, peut-être méconnu, des médias et du journalisme au Bénin. Quel est le rôle que le journaliste joue pour le développement local. Et comme vous le savez, c'est avec mon ami Romuald Logbo qui sera aux commandes. Et nous recevons des journalistes de grande qualité. Nous recevons un ancêtre du journalisme, si on peut le dire ainsi, un baobab, quelqu'un qui a beaucoup servi. Arimi Choubadé, journaliste à la retraite, il a été au Parlement, il a servi de sa plus belle plume donc le développement de ce pays. Merci Arimi d'être avec nous aujourd'hui. À côté de lui, nous avons un logisticien, un acteur des associations des médias. Il est donc à la Maison des médias, il est chargé de programme. Il s'appelle Igor Woto. Merci, Igor, bonjour. Bonjour, merci. Et puis face à eux, nous avons la maestria, l'homme du verbe, Romuald Logbo. Il aura donc dans la conduite de cette émission à nous aider à explorer le rôle des médias et qu'est-ce que justement le journaliste apporte déjà au développement et qu'est-ce que nous pouvons apporter dans cette dynamique. Romuald, bonjour. Bonjour, Ulrich Vital a retenu. Heureusement que vous n'avez pas dit Romuald Wadagni. Je vous attendais sur ce glissement-là. Bientôt, on entendra ce nom de plus en plus. Voilà, une fois n'est pas coutume, vous l'avez dit dans votre introduction liminaire tout à l'heure, Ulrich Vital a retenu. Nous allons parler de nous-mêmes, de notre corporation. Et déjà, je remercie les confrères qui ont courageusement accepté notre invitation pour être présents sur ce plateau dans un contexte aujourd'hui où prendre la parole publique est difficile pour toutes les personnes ressources, est difficile également pour les journalistes parce qu'ils sont étiquetés systématiquement. Ce qui a d'ailleurs fait que beaucoup ont décliné l'offre une fois contactés et cela justifie bien l'environnement dans lequel nous sommes. Et à moi de poser la première question à notre aîné, Arimi Choubadé. Comment se portent les médias aujourd'hui au Bénin, Arimi Choubadé, dans un contexte où l'aide de l'État à la presse a fait défaut aux médias pendant 10 ans, 10 bonnes années. Nous avons vu beaucoup de confrères mourir dans le dénuement total, dans la misère. Nous avons vu des organes de presse faire des pieds et des mains pour assurer le minimum vital à leur personnel. Les plus téméraires existent encore. Ceux qui sont essoufflés ont quasiment fermé. Arimi Choubadé, commentaire. Vous soulevez beaucoup de problèmes à la fois. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons tendance à confondre les médias et les journalistes. Il faut justement, vous ne pouvez pas réformer un secteur sans parler de l'homme. Quel type de journaliste nous avons? J'ai une boutade que je sors souvent et qui peut attirer quand même quelques repuffades, c'est que la profession de journaliste n'existe pas au Bénin, surtout dans le privé. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de plan de carrière. Il n'y a rien, vous n'êtes pas connu. Les journalistes béninois, surtout dans le privé, ne participent pas au dialogue social national. C'est le cadre formel dans lequel s'exerce la solidarité nationale. C'est-à-dire pour confectionner le budget, tout le monde est assis et chacun pose ses problèmes à travers les centrales. Nous sommes affiliés à aucune centrale. Le patronat de la presse, c'est beaucoup plus une association qu'un conglomérat d'actifs qui siège au patronat et qui peut aller siéger au dialogue social national. Donc, en réalité, nous faisons tout le temps les combats des autres, mais on ne fait jamais notre combat.
Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut poser ce... vous savez, on ne peut pas rentrer dans un système conflictuel pour dire oui, le gouvernement nous doit de l'argent, les patrons de presse nous doivent de l'argent. Si on rentre dans ça, puisqu'il n'y a pas de cadre, si on rentre dans ce domaine-là, personne ne s'en sortirait. Alors, il faut faire un dialogue national. Il faut demander aux Béninois si les journalistes, à un moment donné, ont été utiles dans leur vie, quel que soit leur domaine d'activité. Vous prenez les politiciens, vous prenez les ouvriers, vous prenez... Quel combat les journalistes n'ont pas fait dans ce pays? Est-ce qu'ils méritent, eux aussi, la solidarité nationale? Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il faut régler, c'est le problème des sinistrés. Ceux que vous venez d'annoncer, qui ont perdu la vie, qui sont dans des situations très déplorables aujourd'hui. Si on ne règle pas ce problème-là, je ne vois pas comment on peut normaliser pour que ceux qui vont entrer puissent trouver une profession qui puisse leur garantir un plein épanouissement. Parce que d'abord, c'est ça, nous ne sommes pas des défenseurs de la, comment on appelle ça, de la démocratie. Nous ne sommes pas les dépositaires de la liberté. Non, nous ne sommes que des travailleurs qui voulons vivre de notre métier, faire vivre nos familles. Il n'y a que ça. Maintenant, après ça, on peut ajouter notre rôle social. Mais l'essentiel, c'est que vous avez été à l'école, vous avez étudié, vous avez décidé, parce que vous avez vu quelqu'un dans la presse, vous avez dit, bon, je veux lui ressembler, il me plaît ce qu'il fait et tout. Mais vous rentrez dans un piège où vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez vous en sortir. Vous voyez vos collègues qui ont peut-être des promotions dans leur domaine d'activité, mais vous êtes là, on ne vous connaît même pas. Mais depuis 1999 et même avant, les associations fêtières se sont organisées. Il y a eu plusieurs états généraux de la presse. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien? Vous pensez qu'il n'y a rien eu? Si vous prenez 100 journalistes, je ne sais pas s'il y a 99 qui n'ont jamais vu dans leur vie un contrat de travail, qui ont de la sécurité sociale, qui ont un plan de carrière, qui peuvent jouir un jour de leur retraite. Ça, c'est du factuel. Ce n'est pas des analyses. Alors, Igor, dites-nous un peu comment se porte la presse aujourd'hui. Non, mon homme, la vie. Arimi est péremptoire. Oui, non, le journalisme n'est pas une profession et il l'a justifié. Il a parlé rien que des faits qui sont réels. Il a parlé des faits qui sont réels, indubitables. Donc, personne ne peut mettre dans une logique de le contester tout le temps. Je dis non, on ne peut pas le contester. On doit penser, réfléchir pour améliorer la situation. Parce que tel que cela se présente actuellement, c'est grave. Oui, quelle est votre lecture à vous? Non, la lecture, par rapport à quoi? Par rapport à la vie des médias, à l'écosystème des médias au Bénin. Oui, l'écosystème des médias, même la trajectoire est déjà tracée par... le diagnostic est déjà fait par RSF. RSF qui nous a déjà démontré qu'on est en chute, tout le temps en chute libre. Tout le temps en chute libre. Ça veut dire que le système interne, ça ne va pas. Votre référence, c'est RSF? Non, RSF a fait un rapport scientifique. Ils sont partis, ils ont eu des observations, posé des hypothèses, vérification des hypothèses, ils ont tiré la théorie. C'est clair et net. Personne ne peut contester. Si vous parlez d'autres rapports, d'organismes internationaux, je vais rapidement vous contester ça. Je ne vais pas citer de nom. Mais RSF a déjà fait le constat où on parle de la baisse du score global. Le Bénin qui a quitté l'année dernière 54,60 pour dégringoler jusqu'à 47,39 avec une chute. Le Bénin est 111e. 111e avec 48,45 points derrière le Burkina Faso qui est 110e avec 48,52 points. Donc, le constat est déjà fait par l'organisme international. Autre constat fait par l'organisme international, c'est la détention des journalistes dans les prisons. Il y a également la vulnérabilité économique des médias au Bénin. Le Bénin est réputé pour être un pays de diversification des médias, mais nous n'avons pas de grandes entreprises de presse. Il faut qu'on aille vers là. Sans de grandes entreprises de presse, on ne pouvait jamais faire face à des débats publics tels que le grand frère vient de parler en disant il faut un diagnostic, il faut participer même déjà à la mise en place du budget national où il faut revoir qu'est-ce qui revient aujourd'hui dedans.
sans de grandes entreprises de presse, personne ne peut vous considérer. Je continue Et en là, disant... vous abordez le volet défi contemporain qui rime avec viabilité et rentabilité des médias. Exactement. Et la viabilité, la rentabilité des médias à travers des grands regroupements, à travers les grandes entreprises de presse. Le Bénin a tellement de petites entreprises de presse. Et comment le concrétiser? Comment le matérialiser? Comment peut-on aujourd'hui décider d'aller à de grandes entreprises de presse au Bénin? De grandes entreprises de presse, ça ne se décrète pas. C'est les acteurs même qui doivent constater et se regrouper pour être plus forts. L'État ne peut pas dire, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous, éducation, presse écrite, doit s'arrimer à d'autres organes de télévision, à d'autres radios. Non. Et vous pensez que dans un contexte où naissent des directeurs de publication chaque fin de mois, des gens qui créent leurs organes de presse peuvent accepter de mourir de leur plus belle mort pour s'affilier à d'autres, pour en faire de grandes Si on reconnaît que les gens se créent tous les jours pour être tout le temps directeur, mais souffrir que la presse est en train de mourir. Mais voilà. Respectez ça. Arimi Choubadé, vous avez justement posé le doigt sur la question. Il faut un cadre normatif, un cadre juridique. Qu'est-ce qu'il faut faire après ce diagnostic que vous avez posé? Oui, il faut forcément un cadre normatif parce que vous savez, tout le monde a profité de la confusion actuelle, surtout les pouvoirs publics. Vous imaginez, il y a même quelque chose qu'on appelle convention collective. Le fait même que... Qui a plusieurs fois été dénoncé d'ailleurs. Non, mais ça a été signé par qui? Par des gens qui n'ont même pas qualité pour signer. Vous, ce que vous appelez association fêtière, nous sommes dans une profession. On défend des intérêts économiques et financiers. Vos associations sont des associations de loi 1901, sont des ONG apolitiques. Vous l'avez toujours dit. Mais oui, juridiquement, il y a un problème. Nous sommes dans un vide juridique. Mais vous avez été patron de presse aussi, promoteur d'organes. Que ce soit le patronat, que ce soit l'union, le statut, sont des associations de type 1901. Voilà. Oh là, la loi 1901 dit abrogée. Oui, abrogée. Oui, mais le type, la référence juridique chez les francophones. C'est le type la associatif. Voilà. Par contre, un syndicat, ça défend des intérêts économiques, moraux, financiers et tout. Là, on fait du business. Vous le dites, nous ne sommes pas affiliés à un syndicat. Et donc, ce que vous souhaitez à Arimi Choubadé... Je ne le souhaite pas. Il faut vous asseoir pour définir le modèle économique. Très bien. C'est là que je non, attendez. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de modèle économique que pendant 10 ans, l'État béninois ne s'est pas montré attentionné vis-à-vis des médias, qu'il n'y a pas eu de réforme dans les médias pendant 10 ans et que vos sourds sont restés bien entretenus? Il faut faire très attention. Quand vous dites par exemple aide de l'État à la presse privée, mais vous pensez que l'État n'accompagne pas les banques au Bénin? Que l'État n'accompagne pas les entreprises de quincaillerie, tout ça là? Ils ont des incitations fiscales, ils ont des aménagements qui se font à chaque exercice. Eux, ils ne parlent pas d'aide. Ils sont dans leurs droits, ils vont négocier comme des partenaires. Mais nous, on est là comme... même les Ibo qui font les pièces détachées à Dantokwa, ils ont des discussions avec l'État central. Nous, on est dans notre petit coin, on dit l'aide. Voilà la preuve. L'aide n'est pas contraignante. On peut vous la donner comme on ne peut pas vous la donner. Et d'ailleurs, même, il y a eu beaucoup de questions de droit qui sont posées. Je me souviens d'une mandature de Hague où il y avait une dame, je ne sais plus qui dit, mais à quel titre nous, là, institution de la République, nous nous asseyons avec ces ONG-là pour partager l'argent de l'État? Quelqu'un a dit non, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui a normalisé ça. Et la dame a dit, bon, amenez-moi la décision. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, ils ont pu retrouver la décision. C'est ça le cadre normatif. Igor, le Code de l'information et de la communication, qui est une loi, a prévu des conditions d'appui aux médias publics et privés. Vous êtes membre de la Maison des médias depuis des années. Qu'est-ce que vous en dites? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Le CNPA et l'UPMB sont des associations ou des syndicats. Vous avez la réponse? Je n'ai pas réellement la réponse. Sur papier, c'est des associations, mais à des mois donnés qui se comportent comme des syndicats. Ils ne sont pas syndicats sur papier. Effectivement, si j'étais syndicat sur papier,
ils devaient participer à la conception du budget national. C'est des associations, mais quand il y a licenciement à gauche, à droite, ils veulent se montrer comme syndicats. Personne ne va les écouter. S'ils se déclarent comme syndicats, la loi sur les syndicats, ça arrive, c'est un téléchargement, c'est pas encore là. On n'a rien que la loi sur les associations. Effectivement, si c'était des syndicats, l'UPM et le CNPA seront encore beaucoup plus respectés. On va beaucoup plus les écouter dans tout ce qu'ils vont dire, parce qu'ils auront une tribune pour défendre les camarades. En matière d'association, oui, l'UPMB et le CNPA, on les considère comme des associations, actuellement. La Maison des médias aussi est une association. Nous, on ne peut même jamais être un syndicat. Évidemment. On est là pour la formation continue des journalistes, pour l'épanouissement des journalistes. C'est une association qui ne peut que faire ça, oui. La solution qui se pose actuellement, effectivement, pour les médias au Bénin, c'est le modèle économique. Quand le modèle économique est connu et défini dans un cadre donné, tout passe comme une lettre à la poste. Et tout le monde doit vivre correctement et bien. Je donnais souvent un exemple d'un organe de presse à Abidjan qui a une marge salariale de 10 millions de francs CFA par mois. Parce que chaque année, le monsieur m'invite pour des événementiels. Chaque année. Et un jour, il m'a invité pour ses employés qui allaient à la retraite. Une dizaine. Ça m'a étonné. J'ai dit, ah. Il dit, oui. Ah. Tout le monde ici est déclaré normalement. Chez moi, j'ai une masse salariale de 10 millions de francs CFA le mois. J'ai tiqué, j'ai dit, je me pose la question s'il y a un organe de presse au Bénin qui a ça. Parce que le modèle économique est bien défini. Et ce n'est pas un organe de presse simple, presse écrite seul, non. C'est tout un groupe où il y a plusieurs personnes autour. Et quand le modèle économique est bien défini, il n'y a pas de problème, tout doit normalement aller correctement bien. Maintenant, très rapidement, les journaux, presse écrite, radio et autres ne peuvent plus vivre seulement des publicités, de la vente des journaux, non. Il faut avoir des ressources additionnelles à travers l'organisation, par exemple, d'événementiels, à travers l'organisation de grandes conférences pour intégrer les entreprises, plateformes où les entreprises et la presse doivent normalement discuter. Parce que les défis au niveau de la presse sont énormes. De la liberté de la presse jusqu'à la crédibilité de l'information en passant par le modèle économique et la transmutation numérique, vous avez beaucoup de défis à la matière. Les influenceurs maintenant sont beaucoup encore plus écoutés que les journalistes. À un moment donné, on se pose la question de ne pas fermer les écoles de journalisme parce que ça en sort chaque jour, plus de 400 par an. Mais combien sont admis dans des entreprises de façon formelle? Combien ont été formés pour créer une entreprise de presse? Henri Michoubadé, nous sommes presque au thème de cette émission, mais avant, lorsque vous avez écouté Igor Woto, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer du modèle qui marche ailleurs et l'adapter à nos réalités ici? Parce que pour vous résumer, vous avez dit qu'il faut d'abord être un syndicat. Il faut ensuite revoir le modèle économique du Bénin. Alors, est-ce que ces aspects de la chose abordés par Igor Woto dans son développement qui fonctionnent, qui marchent très bien ailleurs au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on ne peut pas l'adapter à nos réalités ici pour en faire un modèle type béninois? Par rapport à la presse, c'est vrai que l'UPMB, syndicat, mais les autres, ça ne peut pas être syndicat. Ce sont des entreprises, ce sont les comptes bancaires qui comptent. Vous venez par rapport à votre poids, pas des actes notariés. Et c'est à ce niveau-là qu'on définit le modèle économique. Et c'est en cela que l'État ne peut pas venir donner de l'argent à chaque journaliste. C'est à travers ces mécanismes que l'État agit pour que cela se répercute sur les acteurs. Et chez nous, surtout en matière de la presse privée, on parle de professionnels des médias. Je n'ai jamais compris pourquoi on parle très rarement de journalistes. Le statut des journalistes, c'est à part. Même s'il y a des gens qui collaborent, qui font tout, ils ne sont pas des journalistes. Il faut séparer le statut du journaliste. Il faut déjà aller à ce niveau-là avant de reconsidérer l'ensemble des professionnels des médias. Quand vous allez aux élections professionnelles, vous avez même, comment vous appelez,
je ne dis pas la chance, vous avez la possibilité que celui qui soit élu ne soit même pas journaliste. Celui qui soit dans le domaine, qu'il ait l'entre-gens nécessaire pour battre campagne, et puis vous allez retrouver des élus qui ne sont même pas des journalistes. Alors que c'est censé être la chose de ceux qui portent les médias. C'est les journalistes. C'est vrai qu'il y a d'autres acteurs, on n'en disconvient pas. Donc, déjà, commençons par aller apprendre. Reconnaissons que nous sommes déficitaires en matière intellectuelle. Enfin, dans ce domaine au moins. Hein? Et allons apprendre tranquillement à l'école des autres pour dire comment vous faites pour que ça vous réussisse. Et qu'on ne vienne pas ajouter une malice pour dire oui, on a adapté. Et on n'adapte rien. Tous les hommes ont les mêmes ambitions. Ils ont les ambitions de liberté, d'épanouissement et tout le reste. Mais ce qui se fait aujourd'hui, et je vous dis, il y a un aspect important qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, nous avons dans la profession une grande partie de sinistrés. Des gens qui ont raté leur vie. Hein? Il faut dire les choses par leur nom. Ils n'ont jamais rien pu faire. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais pu avoir un salaire décent, ils n'ont jamais pu avoir une protection sociale, ils ont une famille, ils ne peuvent pas aller faire autre chose. Ceux-là qui sont faits, on les laisse et on commence par régulariser pour les nouveaux. Et ils ont un problème. Il faut recenser tous les sinistrés, il faut chiffrer, il faut dire aux Béninois pour régler le problème des sinistres, nous avons besoin de 10 milliards. Comment trouver l'argent? Si le gouvernement veut donner, il donne. S'il faut demander à tout le monde de contribuer, tout le monde contribue, puisque ce sont des gens qui ont aidé tout le monde dans le passé et qui continuent de faire. Vous allez voir, il y a des confrères qui sont en train de courir partout pour défendre tel code, Et il sait très bien qu'arrivé à la maison, il n'a même pas de quoi manger, ou bien s'il est malade. Nous avons eu des confrères qui sont allés au CNHU et qui ont fui la nuit, alors qu'ils ne sont même pas guéris. Parce qu'il ne peut pas payer. Voilà, il ne peut pas payer les charges. Et après, tu apprends qu'il allait mourir chez un guérisseur ou peut-être ce genre. C'est quotidien chez nous. Ce n'est pas une anecdote. Hein, bon, alors, si on vous suit, c'est qu'il faut déjà aller restructurer les questions de droit, restructurer le cadre normatif, essayer donc de mettre en place de véritables entreprises de presse, aller à l'école des autres, là où ça marche, et maintenant réinventer notre modèle. Mais quand vous parlez des sinistrés, est-ce que vous demandez qu'on assiste des gens? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Oui, je parle de sinistrés parce que ce sont des gens qui ont travaillé dans les organes. Parce que si vous demandez aujourd'hui aux organes d'aller de leur payer ce qu'on ne devait pas, ce qu'on ne leur payait pas, je vous dis, il n'y a pas de contrat de travail. Hein? Il n'y a pas de... Mon ami vient de parler de retraite, cérémonie de retraite. Vous avez vu des organes organiser des cérémonies de retraite ici au Bénin? Hein? Bon, tous ceux-là qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont pas eu ça, et qu'on dise, bon, écoutez, bon, c'est la vie. Pour moi, c'est un peu trop superficiel. Igor Otto, que dire pour conclure ce débat? Je parlerai de l'humanisation de la presse béninoise. Il faut que la presse au Bénin, on mette l'homme, l'être humain, la dignité, l'éthique au cœur de l'information. Mais on constate que les journalistes sont beaucoup plus proches de l'homme politique. Ils sont beaucoup plus proches de tous ceux qui essaient de faire un regard pour leur faire des gestes. À un moment donné, la population se dit, ils ne sont pas avec moi, ils sont avec le pouvoir public. Donc le pouvoir public aussi se dit, non, ils sont avec moi pour des raisons de prise de confiance par rapport à eux, pour des raisons, excusez-moi, de pitance. Le riche a retondi, comme vous pouvez le constater, les problèmes sont connus. Le diagnostic a été fait par nos personnes ressources présentes sur ce débat. Ils ont fait également des propositions, ils ont attiré l'attention des pouvoirs publics, mais surtout beaucoup plus des journalistes sur les leviers sur lesquels il faudra agir pour sortir très rapidement de cette précarité. Vous les avez si bien résumés tout à l'heure dans leur développement. Ulrich Vital a retondi. Il revient aux journalistes de prendre leur destin en main et de ne pas toujours attendre les pouvoirs publics. Il faudra donc inventer le modèle économique viable et rentable pour les entreprises de presse. Il faut accepter de s'humilier pour aller apprendre des modèles qui réussissent. Il faut normaliser le cadre
pour être syndicat, pour pouvoir participer donc à la confection du budget. Beaucoup de choses ont été dites par nos personnes ressources. Il revient aux dirigeants actuels du CNPA, de l'UPMB et de l'ODEM, eh bien, de s'asseoir pour réfléchir et penser l'avenir de la presse qui humanise mieux les journalistes. Ce sera essentiellement les questions que nous avons évoquées au cœur de ce débat, sauf que nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour aborder la situation de nos confrères de la SRTB, ex-ORTB, dont certains ont été licenciés. Ils sont au nombre de 169, dont le lendemain s'annonce extrêmement difficile, qui s'ajoute au lot des journalistes du privé également qui se frayent difficilement un chemin. Nous n'avons pas non plus le temps d'évoquer l'appel à candidature lancé récemment par la HAC pour l'attribution de 48 fréquences radio et de 15 fréquences télévision dans un contexte où le quotidien pour le journaliste et les patrons de presse surtout est déjà difficile. Ce sera tout pour ce débat éducatif de ce jour. Ulrich Vital a Rotondi. Le temps pour moi de remercier Arimi Choubadé qui a accepté de participer à ce débat et à côté de lui, Igor Woto, qui est acteur des médias et qui est logisticien à la Maison des médias, Arimi Choubadé, journaliste à la retraite. Ben, merci beaucoup à vous, Logodoma. Merci à vous, chers invités, d'avoir contribué à réfléchir avec nous sur l'écosystème des médias au Bénin aujourd'hui. Le chemin est encore long, vous l'avez dit. Il nous faudra nous former, il nous faudra apprendre, nous adapter et avancer. Le numéro donc, de la Voix de l'éducation de ce matin s'achève ici. Je vous remercie d'avoir pris part donc, à cette émission. Je vous remercie de poursuivre le combat, de garder toujours allumée la flamme de l'espoir où que vous soyez. Restez connectés, Éducation, c'est l'actualité éducative au quotidien. Je vous remercie.